Cette agence, elle a fait un rapport sur la question des conséquences des ondes sur les cellules du corps humain. Elle est arrivée sur des conclusions à court et moyen terme en disant qu'il n'y avait pas de problème sur du court terme et du moyen terme. Mais qu'en l'état des connaissances, sur le long terme, on n'était pas capable de déterminer les éventuelles conséquences que cela pourrait impliquer pour la santé publique. Salut tout le monde, merci d'être sur Nexus et on continue nos petites chroniques pour vous donner du pouvoir juridique pour se défendre, pour que les citoyens puissent se défendre contre les grandes institutions. Et là, en ce moment, beaucoup de personnes critiquent parfois l'installation d'antennes 5G près de chez eux. On va rappeler les tenants et les aboutissants, mais surtout, on va rappeler tous les moyens de lutte, parce que finalement, il y a beaucoup de manières de pouvoir se prémunir ou lutter juridiquement contre l'installation près de chez soi de ces antennes, dont on sait que le surplus d'ondes aujourd'hui peut être délétère. Bonjour Maître Guyon, une nouvelle fois, maître au cabinet de Montpellier, peut-être prochainement de Paris. Peut-être bientôt à Paris. Voilà. Alors comment est-ce qu'on peut lutter contre... Est-ce que c'est simple ? Alors bonjour Romain, donc rapidement, c'est pas des petites chroniques, hein. C'est des grandes chroniques qui sont réduites sur la durée, mais qui sont importantes parce qu'effectivement, on essaie de rééduquer, en tout cas de permettre aux citoyens de connaître leurs droits. Sur les antennes 5G, c'est un nouveau sujet qui est vraiment en plein essor. C'est un sujet qui est d'intérêt national parce que jusqu'à 2030, il va y avoir un déploiement massif des antennes 5G, qui sont des antennes nouvelle génération, qui vont permettre en fait de développer la technologie, notamment des téléphones, de la connexion, et qui vont augmenter la capacité de téléchargement et la vitesse de téléchargement d'un certain nombre de choses. Donc c'est extrêmement important, parce que, bien entendu, si on a un réseau technologique qui est efficace, ça permet à toute une série d'infrastructures de bien fonctionner. Nous, on le voit au quotidien avec nos smartphones, mais en réalité, les implications sont beaucoup plus importantes et elles sont extrêmement nombreuses également dans le monde industriel. La technologie des antennes 5G, c'est ce qu'on appelle des antennes de haute fréquence, c'est-à-dire qu'elles vont permettre d'envoyer énormément de débit. Par contre, elles ont une portée très limitée. Ce qui veut dire on est contraint, les opérateurs sont contraints d'en installer beaucoup. Alors, on a aussi des small cells, qui sont des petites antennes relais, qui vont permettre également de relayer. Pour bien comprendre, si ça peut émettre sur une large zone, tu dois en installer moins, du coup. Exactement. En fait, on va émettre sur des plus petites zones. Par contre, on va envoyer énormément de débit. Donc, ça va permettre de télécharger très rapidement, pour avoir toute une série d'implications dans la vie quotidienne qui sont vraiment extrêmement importantes et on peut mesurer en tant que citoyen dans notre quotidien. Le désagrément, c'est qu'on va être obligé d'en installer beaucoup sur le territoire. Le souci qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour avoir du débit, mais personne ne veut avoir une antenne 5G sur le toit de sa maison ou au pied de son immeuble. Et on est face à cette difficulté-là. Pourquoi ? Parce que justement, aujourd'hui, la question de la santé publique et des antennes 5G n'est pas extrêmement claire. Pourquoi elle n'est pas extrêmement claire ? C'est l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, je n'ai plus exactement l'acronyme, j'avais regardé tout à l'heure, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Bon, je l'avais bon. Cette agence, elle a fait un rapport sur la question des conséquences des ondes sur les cellules du corps humain. Elle est arrivée sur des conclusions à court et moyen terme en disant qu'il n'y avait pas de problème sur du court terme et du moyen terme. Mais qu'en l'état des connaissances, sur le long terme, on n'était pas capable de déterminer les éventuelles conséquences que cela pourrait impliquer pour la santé publique. Donc à partir de ce moment-là, évidemment, on ne peut qu'être inquiet. On sort, il faut le rappeler aussi, d'une crise sanitaire dans laquelle on voit que la corruption, les ententes, et selon qui paye les scientifiques, on arrive à des conclusions qui peuvent être plus ou moins tendancieuses. Et là, clairement, sur la question des antennes 5G, on a exactement les mêmes craintes. Qui paye l'ANSES et quelles sont les personnes qui ont un intérêt à ce qu'on arrive à cette solution qui est de dire il n'y a pas de problème sur la santé publique, même si encore une fois, si vous allez sur le site de l'ANSES, c'est pas si simple que ça, parce qu'elle vous dit toujours en l'état des connaissances scientifiques, ce qui veut dire en fait on n'en sait rien. Wow. C'est intéressant parce qu'on parle rarement de cet organisme. On en parle rarement, mais c'est comme le conseil scientifique. À partir du moment où vous avez une instance qui est payée par le gouvernement et avec potentiellement des liens avec des hommes politiques et des industriels,
ça peut poser un problème au niveau de l'impartialité et de l'indépendance des résultats. Mais encore une fois, vous allez sur le site de l'ANSES sur la question des antennes 5G, ce qu'ils vous disent, c'est en l'état des connaissances scientifiques. Donc en fait, ils n'en savent rien. Ils ne savent pas si sur le long terme, ça peut avoir des conséquences ou non sur la santé. C'est aujourd'hui, on n'a pas assez de résultats scientifiques sur l'impact des ondes sur le corps, par exemple. Finalement, c'est assez récent. La 3G, la 4G, la 5G, Tout a évolué très vite. Ça a évolué très très rapidement et c'est effectivement assez récent. Donc aujourd'hui, en fait, on n'a aucune certitude absolue sur le fait que le déploiement d'antennes 5G n'aura pas de conséquences pour la santé. Sur le court et moyen terme, il semblerait qu'il n'y ait pas de difficulté. Mais sur le plus long terme, évidemment, on n'a pas de résultat. Ce qui peut être inquiétant, puisque on le sait aujourd'hui, on est tous exposés sur de très longues périodes, quasiment toute la journée, à des ondes de tout genre. Et donc, c'est une problématique supplémentaire qui fait qu'on a beaucoup de personnes qui s'inquiètent de l'implantation massive des antennes 5G, et à juste titre, encore une fois, parce que, évidemment, dès lors qu'on vous dit en l'état des connaissances scientifiques, en fait, on ne peut pas vous assurer qu'il n'y aura pas de problème. Ça veut un petit peu dire, oui, c'est ça. On n'arrive pas à se projeter scientifiquement dans le futur. C'est dans l'état en 2025, mais on ne sait pas en 2030 ce qu'on dira comme on voit tous les scandales sortir aujourd'hui. Oui, en fait, on est dans une logique de on fait d'abord, et après on verra. Donc c'est terrible. Sur les recours, alors donc là par exemple, demain, quelqu'un qui veut pouvoir lutter, comment peut-il faire ? Sur votre site, on peut les afficher à l'écran, on voit 5 recours assez... 5 étapes facilement accessibles. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, il y a 2 façons de s'opposer à l'implantation d'une antenne 5G. D'accord ? Si vous faites partie de ceux qui estiment, comme moi, à juste titre, que évidemment l'antenne 5G, c'est une nouvelle technologie, mais que vous ne souhaitez pas forcément y être exposé à haute intensité à proximité de votre habitation, voilà ce qu'il est possible de faire. La première étape, c'est de s'assurer que cette antenne 5G vient de faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme. Autorisation d'urbanisme, c'est assez large, ce sont les permis de construire ou les déclarations préalables. La différence entre les deux, ça va être en fonction de l'emprise au sol et de la nature de la construction. On a des petites antennes parfois qui ne nécessitent pas d'avoir des permis de construire. Et parfois, vous avez des pylônes plus importants qui peuvent impliquer un permis de construire. Si vous êtes dans une déclaration préalable, dans tous les cas, vous devez avoir un affichage sur le terrain. Donc vous devez à un moment donné apercevoir l'implantation future d'une antenne 5G. Si vous en avez connaissance dans ce délai de 2 mois à compter de l'affichage, vous avez encore la possibilité de vous opposer à l'implantation. Et là, on est sur un contentieux d'urbanisme, c'est-à-dire que vous allez avoir toutes les règles d'urbanisme qui vont s'appliquer. Vous avez 2 mois pour contester. Vous avez la possibilité de faire un référé suspension, c'est-à-dire de demander dans l'urgence la suspension des éventuels travaux qui vont arriver. Et vous avez, bien entendu, toutes les règles d'urbanisme qui vont pouvoir être invoquées, avec notamment les 5 étapes nécessaires dont on va s'assurer qu'elles sont bien respectées. La première, il faut que l'opérateur téléphonique qui est à l'initiative du projet ait la maîtrise du foncier, soit il est propriétaire de la parcelle, soit il a une autorisation du propriétaire de cette parcelle. Deuxièmement, il faut qu'on ait un avis favorable du Premier ministre, parce qu'il y a aussi des questions de sécurité nationale qui se posent, notamment pour les antennes 5G. Troisièmement, il faut que vous ayez une autorisation de l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences, parce que vous avez des taux qui sont des seuils à respecter. Si ces seuils ne sont pas respectés, alors on peut avoir des problématiques de santé publique. Donc ça démontre bien que selon certains seuils, on peut avoir des problématiques. Quatrième, ça va être évidemment la question donc de l'autorisation. D'accord ? Vous avez également un avis, je reprends juste notre petit fascicule. On va diffuser, je pense en parallèle, l'article juridique aussi. C'est affiché à l'écran. C'est déjà affiché à l'écran. On a ensuite donc le dossier d'information, le DIM, donc c'est-à-dire qu'on doit informer la population locale qu'il va y avoir une antenne 5G qui va être implantée à cet endroit. Donc c'est important, la plupart du temps c'est là-dessus que les irrégularités tombent, puisque les maires ne sont pas extrêmement favorables à diffuser ce genre d'informations parce qu'ils savent que ça va faire l'objet d'un certain nombre de contentieux. Vous avez donc l'accord du Premier ministre, l'ANFR, et enfin vous avez bien entendu l'autorisation d'urbanisme, donc le permis de construire ou la déclaration préalable, que vous pourrez contester dans ce délai de 2 mois.
Rappelons-le également, c'est important, en matière d'urbanisme, l'intérêt à agir, c'est-à-dire la possibilité de demander l'annulation d'un permis de construire ou d'une autorisation d'urbanisme, va dépendre de critères très précis qui sont notamment la proximité avec le projet. Alors juste avant de parler de ces critères-là, comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire des recours juridiques, comment est-ce qu'il peut s'y prendre pour pouvoir commencer, faire les premiers pas de cela? Alors, le premier pas, ça va être de récupérer l'autorisation d'urbanisme. D'accord ? Il peut demander à la mairie la communication de tous les documents concernant ce projet. Ok. D'accord ? Donc ça, tout citoyen peut le demander. C'est un document administratif communicable. Voilà. Si on vous le refuse, c'est illégal. On fait quoi? On fait un mail? Comment est-ce qu'on fait? Oui, on passe à la mairie éventuellement, parce que parfois on peut vous refuser en disant le dossier est papier, vous venez le consulter. Donc le mieux c'est quand même de se déplacer ou de prendre rendez-vous assez rapidement, hein, parce qu'encore une fois, la prise de rendez-vous, les discussions que vous allez avoir avec la mairie, ça ne va pas avoir pour effet de vous laisser un délai supplémentaire. C'est intéressant parce que en fait, il y a beaucoup, nous on fait ces chroniques-là, ces grandes chroniques justement, courtes par le temps, mais des grandes chroniques pour pouvoir justement donner du pouvoir aux gens, leur expliquer comment est-ce qu'on... moi j'ai pas l'habitude de faire des démarches juridiques, donc c'est intéressant de comprendre comment on peut faire. Et là en fait, à chaque fois dans ces chroniques, on comprend qu'on peut faire des recours facilement, demander des papiers à la mairie ou des attestations très facilement. Ça, c'est quelque chose où on n'est pas éduqué là-dessus à l'école ou je sais pas quoi, donc c'est pas naturel. C'est pas naturel, mais oui, on peut demander donc la communication de tout document administratif. Okay. La deuxième étape que je recommande, c'est de contacter aussi vos assurances. Habitation, automobile, carte bancaire, prêt immobilier, assurance vie, protection juridique, bref, toutes les assurances que vous avez, pour déterminer si vous auriez potentiellement une prise en charge des frais de justice si vous étiez amené à contester cette antenne. D'accord. Des fois, les assurances remboursent ces frais de justice. Alors, c'est pas des fois, c'est souvent. Souvent. Les assurances prennent en charge les frais d'avocat que vous pourriez être amené à exposer dans le cadre d'un contentieux en lien avec ces contrats d'assurance. Les assurances remboursent seulement si on gagne ou tout le temps? Non, ils prennent en charge selon des grilles tarifaires. On avait fait, nous, une émission sur ma chaîne YouTube dessus en expliquant un petit peu tout le fonctionnement des mécanismes des assurances de protection juridique notamment. Donc, il est possible que votre assurance habitation, dès lors que vous avez un contentieux lié à l'implantation d'une antenne 5G, vous confirme la prise en charge de frais d'avocat à un certain montant avec une grille tarifaire qu'elle vous communiquera. Ça permet aussi de vous rassurer dans l'idée de prendre peut-être rendez-vous avec un avocat, parce que ça va être la troisième étape, la prise de rendez-vous avec un avocat, et notamment un avocat en urbanisme, parce qu'on est vraiment sur un contentieux très particulier. Si vous aviez une ampoule à changer, vous feriez appel à un électricien, et pas forcément à un maçon ou à un peintre, parce que c'est un domaine d'activité très particulier. Pour les avocats, c'est la même chose. Vous êtes face à un contentieux urbanistique, lié à la contestation d'une autorisation d'urbanisme ou d'un permis de construire. Donc, il va falloir vous orienter vers ce type d'avocat qui n'est pas si courant que ça, parce que je le rappelle, en France, on a 20% des avocats qui font ce qu'on appelle du droit public, c'est-à-dire du contentieux avec l'administration. Et là, typiquement, c'est un exemple de ce qu'on appelle le contentieux avec l'administration, puisque vous allez contester un permis de construire ou une déclaration préalable qui a été délivrée par la mairie. D'accord ? Une fois que vous avez pris ce premier rendez-vous, vous allez établir la stratégie avec cet avocat. Ne prenez pas un avocat à côté de chez vous, parce que si c'est la seule qualité qu'il a d'être à côté de chez vous, c'est vraiment un très mauvais critère. Ça, c'est intéressant. Vous le dites souvent, on peut prendre des avocats. Vous êtes à Montpellier, mais des gens à Lille peuvent vous contacter. Et il n'y a pas que Maître Guyon. Comment on fait pour trouver un avocat, justement, qui prenne, dont on soit sûr de l'engagement là-dessus? Alors, on a plusieurs façons. Donc moi, évidemment, je ne plaide pas pour ma paroisse, vous avez compris. L'idée, c'est de donner des astuces, parce que je ne fais pas tous les contentieux, mais ce que je dis là aujourd'hui pour le contentieux de l'urbanisme vaut pour tous les autres contentieux. Première étape, la recommandation. Est-ce que vous avez quelqu'un autour de vous qui pourrait vous recommander un avocat de confiance avec qui lui-même a déjà travaillé? C'est intéressant. D'accord. Donc là, c'est le bouche à oreille. Historiquement, c'est toujours comme ça que les avocats ont pu développer leur clientèle. Donc si vous avez déjà un ami à vous qui a travaillé avec un avocat, qui a contesté l'implantation d'une antenne 5G et qui vous le recommande parce qu'il a confiance en lui, allez voir cet avocat. Faudrait qu'on ait des plateformes en fait de confiance, une sorte de plateforme de réseau pour savoir quelle personne on a déjà est ça, engagée. Il y a déjà ça? Ça s'appelle les avis Google. Les avis Google, ça vous dit si votre avocat... Moi, quand je vais dans un restaurant, je regarde le nombre d'avis et je regarde la note. Et si les avis sont positifs, je vais plutôt aller dans ce restaurant. C'est pareil pour les avocats. Regardez les avis Google, ça vous donne déjà une première information sur est-ce que les clients qu'il a eu... Des fois, c'est très trompeur aussi. Alors, ça peut être trompeur, mais ça peut être trompeur sur une dizaine d'avis, ça peut pas être trompeur sur des centaines d'avis.
Oui, bon, après, il y a d'autres trucs. Parce que, par exemple, j'ai des amis restaurateurs qui ont repris un fonds de commerce et puis en fait, ils reprennent aussi les anciens avis, donc qui étaient désastreux, alors qu'eux redémarrent un nouveau C'est projet. pour ça qu'il faut faire une petite étude. Vous regardez si ce sont des avis récents, des vrais avis circonstanciés qui racontent une vraie histoire. Évidemment, il faut quand même regarder un petit peu. Et de toute manière, ça ne va pas vous dispenser ensuite de passer à la deuxième étape. Ouais. Une fois que vous avez regardé donc la recommandation, si vous n'avez pas de recommandation, vous allez sur Internet, vous allez regarder donc les avis Google et vous allez regarder surtout les domaines de compétences. Si c'est un avocat qui n'est pas spécialisé dans le droit de l'urbanisme, ou en tout cas qui n'en traite jamais, évidemment, ce ne sera pas l'avocat qu'il faudra choisir, parce qu'on est sur un contentieux très particulier, avec des règles procédurales que vous devez respecter. Si vous ne les respectez pas, c'est la catastrophe. D'accord ? Donc, deuxième étape, si vous n'avez pas de recommandation, vous allez sur Internet. Troisième étape, vous prenez un premier rendez-vous et vous demandez toujours le devis. Vous devez connaître à l'avance le montant de votre rendez-vous, c'est important. En général, aujourd'hui, c'est quand même très clair, les prix sont affichés, mais il peut arriver parfois qu'on ait des mauvaises surprises. Moi, je trouve que c'est pas normal quand on ne nous annonce pas à l'avance le coût de la consultation, mais en général, vous demandez un devis pour cette première consultation qui va avoir pour objectif de déterminer deux choses. Est-ce que l'avocat connaît le sujet ? Et est-ce que la confiance avec cet avocat peut exister ? C'est-à-dire, ne travaillez pas avec quelqu'un que vous ne sentez pas. D'accord ? Être compétent, c'est important, mais si vous sentez que vous ne pouvez pas avoir cette confiance, notamment si vous dites il n'y a pas de problème avec les antennes 5G, moi je vois pas où est le souci, et évidemment il ne comprend pas l'intérêt de votre procédure, pour moi, déjà, sur ce principe-là, on va avoir un souci, qui est que dès lors qu'il ne comprend pas même l'intérêt pour vous de contester cette décision, il ne va pas mettre la même verve, la même vigueur, la même rigueur que s'il était persuadé que vous aviez raison. Il faut prendre quelqu'un qui est engagé dans notre intuition. Moi, c'est une recommandation que je fais, évidemment. C'est-à-dire que si vous allez voir, et on l'a vu pendant la crise sanitaire, notamment pour les soignants suspendus, si vous allez voir un avocat qui vous dit « je vois pas où est le problème, vous avez qu'à vous faire vacciner », espèce de complotisme. Ça va. La confiance, de toute manière, elle pourra pas exister parce qu'il pourra pas comprendre vos craintes, vos peurs et l'enjeu du dossier. Et je pense que c'est important pour qu'il y ait une confiance, qu'on soit sur la même longueur d'onde. Donc, quelqu'un de compétent et quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Et après, évidemment, partout en France, parce que en réalité, vous n'avez pas besoin d'être... par exemple, moi, je suis à Montpellier, je n'ai pas besoin d'être à Montpellier. L'avocat que vous prenez sur place, c'est pas l'avocat qui va se déplacer sur les lieux. Il va pas venir chez vous tous les 4 matins. Vous n'allez pas pouvoir non plus aller dans son cabinet tous les 4 matins. Les rendez-vous, c'est par téléphone, beaucoup. Ça se fait en visio. Aujourd'hui, nous, on a des... Enfin, moi, personnellement, pour mon activité, j'ai 10% de mon activité, de mes clients qui sont à Montpellier. Après, c'est partout en France et dans le monde. Mais c'est intéressant parce que c'est aussi la société qui évolue, puisque à 100 ans, il fallait prendre un avocat qui était près de chez soi, forcément, mais en 100 ans, il y a eu des évolutions. Il y a 100 ans, c'était justifié d'aller prendre l'avocat qui était en bas de sa rue. Tout à fait. Alors, on voulait faire une petite chronique assez courte. Il y a une vidéo longue sur votre chaîne. Bien sûr. Et on n'a peut-être pas fini sur les critères que vous commenciez. Je vous ai arrêté à ce moment-là. Alors là, c'est pour le contentieux de l'urbanisme. Ouais. Donc ça va être les arguments qu'on va pouvoir invoquer. Donc est-ce que ces 5 étapes ont été respectées ? Et après, sur les règles d'urbanisme, est-ce qu'on pouvait implanter cette antenne ? Est-ce qu'il y a des règles de limitation de hauteur ou de distance qui s'appliquaient ? Ça va être le règlement d'urbanisme. Mais ça, c'est vraiment pour le contentieux urbanistique, la plupart du temps. Ouais. Romain, ce qu'on constate, c'est que ce sont des antennes qui ne nécessitent pas forcément d'autorisation d'urbanisme. Parce que lorsqu'elles sont de très petites superficies, il n'y a pas du tout d'autorisation. Donc dans ce cas-là, vous n'avez pas la possibilité, la chance de découvrir qu'une antenne 5G va s'installer chez vous. Donc ça veut dire que vous constatez un jour qu'il y a un pylône qui est en bas de chez vous et qu'il y a une antenne 5G. Dans ce cas-là, deuxième stratégie, deuxième étape. Là, vous allez aller dans une logique d'indemnisation. On va regarder en réalité la responsabilité civile, c'est-à-dire l'indemnisation. Est-ce qu'il y a une faute qui a été commise ? Est-ce qu'il y a un préjudice qui en résulte ? Et est-ce qu'il y a un lien entre les deux ? Mais on est aussi capable, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, d'invoquer un préjudice anormal qui dépasse les inconvénients de la vie en société, et dans ce cas-là, de pouvoir entamer une démarche indemnitaire. La plupart du temps, on constate que les propriétés qui sont à proximité, et plus c'est immédiat, plus c'est proche, et plus l'impact est important, on constate que ces propriétés ont une dévaluation de leur valeur. C'est-à-dire qu'elles perdent de l'argent. Vous achetez un bien, il a une valeur à un moment donné, vous pensez qu'avec le marché immobilier, il va prendre de la valeur, vous avez une antenne 5G qui s'installe, c'est la chute. Donc ça, vous pouvez vous faire indemniser. Il y a 2 stratégies à mettre en place. Soit on part devant le juge, ce que je recommande parce qu'il faut taper très vite, très fort. Soit vous entamez une négociation avec l'opérateur téléphonique
pour lui dire, voilà la perte de la valeur de ma maison. Vous faites une expertise immobilière, pas une attestation, une expertise immobilière, très différent. Et vous demandez l'indemnisation, la différence entre les deux. Soit, deuxième stratégie, vous engagez votre recours, vous demandez l'indemnisation de votre préjudice, et en parallèle, vous négociez non pas uniquement l'indemnisation, mais le déménagement de l'antenne. C'est-à-dire, il va solliciter l'installation d'une autre antenne à un autre endroit à proximité, permettant de couvrir la même zone, mais qui ne sera plus celle à proximité immédiate de votre propriété, et vous négociez avec l'opérateur, finalement, le transfert de cette antenne. Ça marche très bien. C'est vraiment une stratégie qui est sous-évaluée, sous-estimée, mais en réalité, très vite, de mettre la pression sur les opérateurs en leur disant et leur démontrant qu'il y a des préjudices et qu'ils vont devoir indemniser, ça permet d'ouvrir un débat. Ça permet justement de pouvoir apporter un rapport de force beaucoup plus égalitaire, parce que quelle est la puissance que vous pouvez avoir face à un opérateur comme Orange ou Bouygues, par exemple, et ça vous permet évidemment de pouvoir activer une solution par la négociation qui puisse convenir à tout le monde. C'est tout bon pour vous ? Oui. Eh ben, je pense que c'était très clair et donc c'est vraiment pour ça qu'on fait ces petites chroniques, ces grandes chroniques, petites par la durée. Voilà, on a fait un petit peu plus long, mais c'était très important de comprendre parce que c'est vraiment ce qu'on veut. C'est que vous puissiez agir, parce qu'en fait, quand on maîtrise son droit, finalement, en tant que citoyen, on est beaucoup plus puissant, et on se laisse beaucoup moins manipuler. En fait, le droit, c'est primordial à comprendre. Ouais, oui, peut-être que pour certains, c'est évident. Moi, je m'en rends compte de plus en plus là. Donc, merci d'avoir pris le temps. N'hésitez pas à partager, à voir la vidéo plus longue sur la chaîne David Guyon, maître David Guyon avocat. David Guyon avocat. David Guyon avocat. Et voilà. Et prenez votre pouvoir, prenez votre droit en main. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.